Si seulement certains films Spider-Man pouvaient ressembler à ça. Spider-Man 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Spider-Man 2 raconte l'histoire de Peter Parker et de Miles Morales qui sont poursuivis dans la ville de New York par Kraven le chasseur. En recherche d'une nouvelle proie, il va les traquer tout le long du jeu, mais c'est aussi là qu'interviendra un énorme problème du nom de Venom. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, avec un VPN, vous avez accès à des bibliothèques streaming bien plus intéressantes. Des films comme Killers of the Flower Moon seront bientôt disponibles sur Apple TV+, alors que chez nous, il faudra attendre 1 an et demi minimum. De même pour le Napoléon qui sort bientôt, c'est aussi un film Apple qui sort en salle, mais après, il faudra attendre un long moment. Et des films comme Les Gardiens de la Galaxie 3 sont déjà disponibles. Vous prenez un VPN avec un pays qui a la VSTFR comme la Suisse, la Belgique ou nos voisins outre-Atlantique, canadiens, et vous doublez votre catalogue streaming. C'est assez impressionnant. Vous pouvez regarder des compétitions sportives gratuitement, comme des courses automobiles en direct. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher dans des pays comme l'Inde, l'Argentine ou d'autres en Union Européenne. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le cadre épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Grosse hype concernant ce projet Spider-Man 2, pour moi aussi. D'ailleurs, j'ai découvert Spider-Man 1 sur PS5 cette année. J'avais donné une assez bonne note au jeu, je crois que c'était 7 sur 10. Pour moi, 7 sur 10, c'est vraiment une bonne note pour un jeu. Il y avait pas mal d'imperfections et l'idée, c'était vraiment de voir si ce deuxième opus va s'améliorer. Mais je comprends les gens qui ont aimé le premier jeu, c'est tout à fait compréhensible. Il y avait quelque chose d'unique par rapport à jeu, potentiellement le jeu Spider-Man le plus intéressant. Et l'idée était de savoir si ce jeu allait aller plus loin. J'avais donné, je crois, la même note à Miles Morales qui était du même niveau d'après moi. J'attendais quand même ce jeu, j'ai posé ma journée pour y jouer vraiment toute la journée et le samedi aussi. J'ai mis 17 heures à quasiment tout finir, j'en parlerai après. Et j'ai joué évidemment dans la difficulté la plus élevée possible. J'ai envie d'évoquer les graphismes parce que je vois beaucoup ce débat, il y a toujours cette guerre des consoles un petit peu à droite à gauche qui pour moi n'a pas d'intérêt. Mais les gens se concentrent trop sur les textures des jeux. Les textures des jeux, certes c'est cool d'avoir des jeux qui sont jolis par rapport aux personnages, leur visage et des choses comme ça. Mais pour moi ce qui est plus important, c'est l'ambiance du jeu visuellement. Alors oui, les animations des personnages sont importantes, là elles sont plutôt réussies. Parfois c'est assez simple, mais dans les cinématiques importantes et vitales du jeu, tu vois qu'il y a un vrai travail d'animation sur les visages et je pense qu'il y avait du motion capture pour rendre ça bien meilleur. Il y a des mouvements de lèvres, des mouvements des yeux qui sont hyper intéressants que je pense qu'ils n'ont pas fait à la main. Donc en termes d'animation, c'est plutôt bien foutu. Est-ce que tes cinématiques, ça rend vraiment bien pour le coup pour un jeu vidéo, donc c'est assez impressionnant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus en général, c'est donc les animations des visages, leur texture, ok, mais c'est un peu l'ambiance. Voir s'il y a de beaux reflets, voir s'il y a un bel éclairage, la direction artistique avant tout, même si c'est pas joli en soi visuellement ou impressionnant visuellement, moi ce qui m'intéresse c'est voir si la direction artistique est réussie. Et en vrai elle est réussie pour ce jeu. L'ambiance du jeu, la lumière, les ombres sont généralement assez réussies. Généralement parce qu'il y a quelques arènes qui sont très éclairées d'une manière assez banale, mais c'est normal parce que c'est une arène de combat et il faut voir tous les ennemis facilement. J'ai joué au jeu en mode performance avec le VRR activé parce que ma télé le permet. Je conseille le mode performance. Alors oui, le mode performance c'est un peu moins joli que le mode fidélité, mais si vous voulez jouer au mode fidélité, jouez au moins en VRR car au moins vous serez à 40 fps. Honnêtement, moi un jeu comme Spider-Man, je ne peux pas y jouer à 40 fps, surtout un jeu qui est tellement mobile, où la fluidité est tellement importante. Jouer en mode performance, ça change tout. Certes, c'est un peu moins joli, mais honnêtement, c'est pas important parce que vous allez vous balader en ville d'une manière ultra impressionnante, les combats seront hyper rapides et tout, c'est hyper fluide. J'ai eu quasiment aucune baisse d'FPS dans ce mode-là, donc franchement nickel. Ce qui est impressionnant, c'est la mise en scène, c'est la manière dont les personnages bougent, la manière dont tu fais la voltige et que les textures soient pas incroyables, qu'il n'y ait pas beaucoup de PNJ alors qu'il y en a dans certaines scènes, c'est pas important. Du moment que ça tourne bien, du moment qu'il y a une mise en scène de qualité, du moment qu'ils utilisent justement les graphismes pour raconter une histoire, aucun problème. Les personnages ont des émotions, tu le ressens, c'est bien foutu. Oui, c'est pas de Last of Us, on est d'accord, mais ça reste quand même plutôt bien foutu. Par contre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bugs. Alors apparemment, la majorité des bugs sont dans le mode performance, à vérifier. J'ai eu beaucoup de bugs qui m'ont fait redémarrer ma partie. J'ai dû recharger au dernier checkpoint pour avancer parce que ou mon personnage était coincé dans la texture, dans un mur ou des choses comme ça, ou tout
simplement, bah, ça n'avançait pas dans l'histoire, alors qu'il y avait clairement un bug. Et quand je redémarrais, ça marchait. Ça m'est arrivé 7 fois en 17 heures, ce qui est quand même un nombre assez élevé, je trouve, et j'ai eu 2 fois un crash du jeu. Le jeu est pas sorti sans bug, c'est pas dérangeant en soi, rien de vraiment horrible, surtout que quand tu recharges ta partie, c'était il y a quelques secondes auparavant, c'était pas genre il y a 20 minutes. Les bugs existent et j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, mais c'est un jeu, je dirais pas assez buggé, mais il y a quand même quelques bugs, mais surtout dans les couloirs, hein. C'est pas dans le monde ouvert. Dans le monde ouvert, j'ai pas eu de bugs, mais surtout dans des missions principales, dans des couloirs, c'est là que j'ai eu le plus de bugs et c'est là que j'ai eu quelques crashs aussi. Mais encore une fois, il y a un vrai plaisir à voir cette mise en scène, à voir ces costumes déchirés au fur et à mesure que tu prends des dégâts, ça crée l'immersion. Le déplacement rapide est hyper impressionnant. Honnêtement, je l'ai jamais utilisé, juste à la fin pour tester à quel point il était impressionnant, mais il est impressionnant. Je trouve aussi que la manette fait un bon travail, elle crée vraiment l'immersion par rapport à des mini-jeux, par rapport à des puzzles et par rapport à certaines séquences. Et en général, dans les jeux, je désactive l'haut-parleur qui est sur la manette, mais là, ça crée vraiment l'immersion, du coup, je l'ai gardé. Moi, je trouve que graphiquement, dans les animations et tout, c'est un jeu qui est impressionnant, qui fait un bon travail et la sensation dans le jeu est plus importante que les visuels en soi. C'est un tout, hein, et je trouve que c'est plus important de privilégier la manière dont ça se joue, la manière dont tu te déplaces, la manière dont tu te bats, que la qualité graphique à tout prix. La manière dont tu te déplaces est toujours aussi impressionnant, la manière dont tu utilises tes toiles, c'est vraiment réussi, c'est hyper fluide. Maintenant, il y a la wingsuit qui est un ajout formidable. Franchement, c'est un pur plaisir de se balader en ville. Ils ont rajouté justement plein de quartiers et du coup, ça crée une map qui est plus difficilement traversable avec les mécaniques du premier jeu, avec les mécaniques du deuxième, la wingsuit, la manière dont tu peux accélérer en faisant des toupies sur toi-même, incroyable, et vous n'allez jamais utiliser le voyage rapide. Et c'est un pur plaisir de naviguer dans le monde et ça, ils l'ont réussi et même amélioré et je ne sais pas comment ils peuvent faire mieux. C'est l'expérience Spider-Man ultime de ce point de vue-là et c'est incroyable. T'as juste envie de te balader en ville sans rien faire à certains moments. La transition d'un mouvement à un autre, l'inertie, vraiment, c'est nickel. Et la rapidité que t'as à certains moments, que c'est satisfaisant. Et puis l'ambiance est importante, la vibe New York est vraiment bien représentée. Ça me donne vraiment envie d'aller à New York pour le coup, plus que beaucoup d'œuvres que j'ai vues. Ils ont joué sur la comédie, ils ont vraiment eu des séquences émouvantes, bien réussies, parce qu'ils ont pris le temps de développer des personnages, ils ont pris le temps de créer des séquences assez banales, que ce soit en vélo ou juste des dialogues sur des situations qui n'ont rien à voir avec Spider-Man, des moments intimes avec justement le quartier, avec justement ces personnages un peu secondaires voire tertiaires. Ils ont créé l'émotion dans la quête principale, ils sont allés chercher l'émotion parce qu'ils ont pris leur temps. Et fatalement, les passages que j'ai le plus aimé dans le jeu, c'était pas forcément les passages de combat qui sont souvent réussis, mais les moments plus calmes où juste tu parles à des personnages qui sont importants pour les personnages principaux. Et en plus de ça, ils sont même allés chercher un côté un peu plus horrifique à la chose, mais je trouve que c'était un peu timide et j'aurais aimé que ce soit un peu plus horrifique. Mais il y a une vraie humanité qui s'en dégage, parfois avec une histoire d'oiseau, je vais pas rentrer dans les détails, ou par rapport à un personnage qui est sourd et que tu interprètes et du coup le gameplay est complètement différent et c'est hyper intéressant la manière dont ils l'ont fait. Ils ont réussi à créer des moments spectaculaires, mémorables, des moments horrifiques, touchants, impressionnants visuellement. Le seul jeu qui m'a autant impressionné dans son échelle visuellement comme ça, c'est la saga God of War. On est vraiment sur un truc similaire où c'est extravagant mais c'est réussi. Les thématiques classiques de Spider-Man, la double vie, l'héroïsme, l'arc de rédemption pour certains méchants, c'est une histoire Spider-Man qu'ils ont vraiment bien compris. Alors oui, il faut accepter certaines facilités scénaristiques, mais c'est un jeu vidéo et ça s'accepte très bien. Je suis quand même assez positif sur beaucoup de choses et je défends tous ces aspects du jeu. Maintenant, l'open world, c'est vrai que c'est un pur plaisir de se balader dans New York. Par contre, il y a un vrai problème dans l'open world, c'est que la majorité des choses que tu peux faire dans l'open world sont des copier-coller qui sont là, et c'est avoué par Insomniac Games, sont là pour rallonger le jeu. Et donc j'ai pas fait ces copier-coller, j'en parlerai en spoiler lesquels j'ai pas fait, mais t'as énormément de missions qui ont aucun intérêt, mis à part se battre. J'ai fait la majorité des quêtes qui n'étaient pas du combat parce que je les ai trouvées intéressantes, quelques-unes, mais la majorité des quêtes sont des copier-coller avec quelques ajustements à chaque fois et pour moi ça n'a pas d'intérêt. Je refuse de faire des quêtes qui sont dupliquées en 13, même avec quelques petites différences. Et il y a des quêtes secondaires qui sont scénarisées et ça se ressent. Il y a de la mise en scène, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux combats de boss, il y a un teasing pour la suite du jeu, mais la majorité du contenu, ou alors je dirais 30% du contenu pour être plus précis, est assez répétitif et pour moi n'a pas d'intérêt. En général, ça ne m'aurait pas dérangé si la boucle de gameplay était satisfaisante, mais ça j'en parle après. Pour moi, l'open world est assez raté de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la majorité du contenu dans l'open world, mis à part la quête principale, est là pour être là. Quelques quêtes te donnent accès à des vrais combats de boss et des choses intéressantes, ok, mais 30% du truc, voire 40%, il y a un vrai manque à gagner. Ce qui est dommage parce qu'un open world comme ça aurait pu bénéficier de choses un peu plus dynamiques. Oui, il y a des crimes aléatoires qui pop sur la carte, mais c'est toujours les mêmes et un peu fatigant, et il y a un vrai côté répétitif au truc. Tu peux ne pas interagir avec la majorité des choses répétitives, mais t'as l'impression de passer à côté de plein de choses, ce qui n'est pas vrai. Parce que les choses que j'ai pas fait, j'ai regardé sur internet ce qui se passait,
et ça ne méritait pas mon temps. Ça fait vraiment corvée plus qu'autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'interagir avec, mais la vérité est qu'il y a un vrai remplissage du jeu qui rajoute 6 à 7 heures, voire plus, qui n'a pas d'intérêt d'après moi. Parce que la vérité est là, Insomniac avait peur de sortir un jeu qui se finissait en 12 à 15 heures. J'ai joué 17h30 et j'aurais pu enlever 2-3 heures de jeu et j'aurais été satisfait. Mais ils avaient peur de sortir un jeu à 80 € qui durait 15 heures. Et du coup, ils ont rempli le truc avec des choses qui sont en soi inutiles. J'aurais bien aimé un monde ouvert qui était plus dynamique par rapport à toi. C'est toujours toi qui va activer les choses. Pourquoi est-ce que parfois c'est pas toi qui te fait activer par des passants, par des ennemis? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va dans l'autre sens? C'est toujours toi qui dois aller à un point A, activer le gameplay et passer à autre chose. Et ça fait vraiment liste à cocher, ce qui est un peu dommage. J'aimerais bien que ce soit plus interactif, que le monde t'impacte aussi, ce qui est très peu le cas, voire pas du tout. Par contre, si vous vous concentrez sur les quêtes scénarisées, les quêtes annexes qui ont une vraie importance et qui ont été mises en scène avec une histoire, là elles sont bien réussies, mémorables, je dirais même. Les plus petites quêtes sont les plus touchantes, d'ailleurs celles qui ne parlent pas vraiment de méchants. Toutes les missions de la quête principale sont d'après moi réussies, pour le coup mémorables, spectaculaires, rien à dire. Le dernier acte, je l'ai trouvé un peu timide, j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin, mais ils avaient peur aussi de tomber dans la redite par rapport à un autre jeu. Mais même la quête principale, le rythme est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y aura quelques séquences qui sont mises en scène, qui sont un peu différentes, mais la majorité des choses, c'est tu vas dans un endroit, il y a une arène, tu te bats avec des gens, tu vas dans une autre arène, tu te bats avec des gens, et t'as l'impression qu'ils ne savent que se battre dans la quête principale. Et c'est un peu dommage qu'à chaque fois ce soit juste des bastons. Certaines quêtes principales n'avaient pas besoin de finir en baston. Elles auraient pu juste finir en dialogue, et j'aurais pu finir en infiltration. Et il y a certaines quêtes qui sont bien par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en termes de schéma, c'est répétitif. T'enchaînes de pièce à pièce, ce qui dans une quête principale ne devrait pas être nécessaire. Il y avait suffisamment d'histoires de personnages pour regarder ou jouer un peu différemment que enchaîner des scènes de combat. Je sais que c'est un jeu et tout, mais à certains moments ça te fait sortir du truc en disant ok, là je sais que je vais enchaîner sur une nouvelle arène et je vais devoir tout refaire en boucle. Il y a un vrai manque d'originalité dans certaines quêtes. Alors oui, la mise en scène et les moments un peu cinématiques sont super, mais c'est vrai qu'en termes de gameplay c'est répétitif. Et parfois je trouve que ça manque un peu d'enjeu ou alors c'est beaucoup trop prévisible. Par contre, ils ont réussi les personnages. Je trouve que les antagonistes et les protagonistes ont été vraiment réussis, suffisamment développés, donnent accès à des combats de boss relativement satisfaisants et donnent des séquences mémorables en mise en scène. Donc c'est là que j'arrive au système de combat qui est pour moi assez problématique. Oui, il y a un nouvel arbre de compétences, oui, il y a des nouveaux moves et il y a plein de moves. Du coup, dans les animations, c'est rarement répétitif. Il y a plein de finishers, il y a une sorte de rage que tu débloques en faisant L3, R3. C'est fluide, il y a des finishers en duo, il y a des gadgets, il y a du pari aussi maintenant, des contre-attaques, donc c'est plutôt cool. C'est fluide, rien à dire, c'est nickel. C'est relativement satisfaisant, mais à partir d'un moment, je trouve que tu perds un peu en énergie. C'est-à-dire que les combats sont tellement simples, même en difficile, j'ai torché le jeu. J'ai trouvé les combats d'une facilité phénoménale. Les pouvoirs sont extrêmement puissants, les gadgets sont hyper puissants aussi, même si tu te fais tuer en 2-3 coups en difficile, je trouve que c'est hyper généreux. L'erreur ne punit pas. Sauf dans certains combats de boss où là c'est un peu plus difficile et il faut apprendre un peu les patterns, mais le boss qui m'a tué le plus de fois, c'est 3 fois quoi. J'ai torché le jeu parce que tu peux stun lock tous les boss, tu peux vraiment défoncer tout le monde et c'est simple. Il y a très peu de types d'ennemis différents et du coup bah toutes les séquences de combat, c'est moi qui vais spammer tous mes pouvoirs, tout défoncer et puis basta quoi. Et tu peux finir toutes les arènes comme ça. Et puis certaines arènes sont nulles, surtout sur certains combats de boss, vu que tu peux stun lock les boss avec tes pouvoirs et tes coups. Certains boss, tu vas les mettre dans un coin de la pièce, la caméra va faire n'importe quoi et si tu veux apprécier le combat, tu vas devoir reculer du boss pour arriver au milieu de l'arène parce que vraiment les boss, tu peux les défoncer en difficile. Et en plus de ça, certaines arènes sont sans originalité. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus d'environnement avec lequel tu peux interagir? Des pics, une rivière qui passe dans l'arène, n'importe quoi, une flaque d'eau, je sais même pas. Un truc où tu peux interagir pour rendre le truc plus intéressant. Il y a certains moments où tu peux mettre de l'eau sur certains ennemis et ça va les tuer, mais globalement c'est très simple et ça manque un peu d'interactivité pour rendre le truc encore plus dynamique. Tous les gros combats de boss, c'est une pièce fermée et le boss en 1v1 quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des combats de boss qui sont plus des puzzles? Il y a un combat de boss, le combat de boss final, où là tu as plusieurs arènes et tu peux un peu interagir avec l'environnement et c'est plutôt cool, mais globalement ça reste très limité. Et il y a certains combats de boss, c'est quand même un jeu qui t'oblige à être dans les airs, où tu peux mettre des boss dans les airs, les frapper et les pousser en dehors de l'arène, et du coup toi tu te fais re-téléporter dans l'arène, entre guillemets re-téléporter, obligatoirement. Et du coup les arènes sont pas adaptées au combat de Spider-Man. C'est aussi con que ça. Les arènes sont généralement mal foutues, sauf la dernière où là t'as le champ libre, tu peux te balader, tu peux interagir avec l'environnement, mais la majorité des arènes de boss sont pas adaptées à Spider-Man. Et ça c'est un problème. Donc déçu du style de combat qui est certes encore une fois satisfaisant, mais moi je m'en lassais assez vite. Du coup en plus t'as des quêtes annexes où c'est majoritairement du combat et tu défonces tout le monde en quelques secondes. En difficile encore une fois quoi. Le mode le plus difficile. J'ai envie de voir ce que ça donne en New Game Plus avec le nouveau mode débloqué, mais là je suis désolé, c'est pas au niveau. Et l'infiltration n'en parlant même pas. T'as un nouveau pouvoir qui te permet de tisser des toiles comme tu veux, du coup ça te crée des plateformes comme tu veux. Et alors là c'est abusé. Tu peux créer une plateforme et du coup distraire des ennemis avec tes toiles et sans bouger, tu peux tuer 4 à 5 ennemis. Juste tu les attires vers toi, toile, tu les attires vers toi, toile, et à la fin du jeu tu débloques une compétence pour en tuer 2 en même temps. Enfin pas en tuer mais vous avez compris, les incapacités, et c'est ridicule. Vous détruisez tout le monde. L'infiltration est tellement simple que c'est plus une corvée à faire que satisfaisant.
bien. Toutes ces critiques que j'ai fait là, il y a un jeu qui les faisait très bien, un jeu de super-héros, c'est Batman Arkham. La saga a toujours compris qu'il faut plein de types d'ennemis différents, il faut interagir avec l'environnement, il faut de la difficulté, l'infiltration doit être satisfaisante et difficile. Ils avaient tout capté. Là, dans Spider-Man, c'est la version Batman Arkham, mais pour enfants, et je trouve que c'est pas satisfaisant à certains moments à cause de ça. C'est problématique. Par contre, j'ai bien aimé les mini-jeux de puzzle qui sont rigolos et font un petit peu réfléchir, c'est plutôt sympa, et j'ai bien aimé toutes les séquences où tu ne combats pas, où tu ne fais pas d'infiltration. Il y a des séquences en vélo qui représentent un peu l'âme de Spider-Man. Il y a plein de séquences comme ça qui sont trop bien, qui sont pas assez présentes. Et c'est les seules choses que j'ai fait en quête secondaire, c'est des trucs un peu différents. T'as un mini-jeu où tu joues une abeille, c'est con, mais ça changeait tellement de gameplay que j'aimais bien. Ça donnait vraiment ce côté où t'aidais la population locale. Il y a un côté qui est super mignon à l'œuvre, qui est réussi. Et beaucoup de mes séquences préférées sont des séquences qui n'ont aucun rapport avec les combats. Il y a aussi plein de costumes qui sont stylés, qui sont satisfaisants à porter. Et dans le premier jeu, je changeais pas beaucoup de costumes, mais dans celui-ci, j'avoue que j'ai beaucoup changé et j'ai mes costumes préférés dans l'œuvre. Il y en a vraiment beaucoup et c'est vraiment cool et c'est satisfaisant la manière dont tu les gagnes. Les acteurs sont tous excellents. J'ai fait le jeu en VO. J'imagine que la VF est bien aussi, mais j'ai vraiment fait le jeu en VO et les acteurs sont vraiment tous parfaits. La musique est vraiment pour le coup mémorable. T'as plein de séquences vraiment cool, surtout par rapport à la musique des ennemis. La fin est bien. Je trouve que l'histoire de manière générale est bien, même si le dernier acte est timide, comme je l'ai dit. Et je trouve que 17 heures de jeu pour ce jeu-là, c'est correct. Encore une fois, il y a beaucoup de remplissage, un tiers du jeu, et payer 80 balles pour un jeu de 12 heures, ça peut peut-être en déranger quelques-uns. Moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai joué 17 heures. Est-ce que j'ai envie de rejouer au jeu? Peut-être pour me balader un peu à New York, un petit peu. J'étais satisfait de la durée de jeu, mais oui, pour certains, ça va faire mal de dépenser 80 balles pour 14 heures de jeu scénarisé et 20-22 heures au total, avec beaucoup de contenu qui est répétitif. Si vous n'êtes pas fan du combat, le contenu répétitif, vous n'allez pas le faire. Donc pour conclure, Spider-Man 2 est clairement une amélioration par rapport au premier jeu. Moi, je suis pas fan des gens qui disent que c'est Spider-Man 1.5. Il y a une vraie amélioration. Alors oui, c'est la même mécanique, c'est la même carte et tout, d'accord, mais tu vois qu'il y a du travail qui a été fourni. Ils ont vraiment bossé dessus, ils ont essayé de s'améliorer et ils l'ont fait sur beaucoup d'aspects. Après, il y a encore plein de problèmes, comme j'ai cité, le combat surtout, le remplissage, mais il y a un amour pour le détail, il y a des séquences vraiment cool et je pense que la majorité des fans vont l'adorer et j'ai passé un excellent moment devant quoi. Mes 17 heures étaient vraiment satisfaisantes, étaient vraiment cool. Il y a quand même des défauts, mais mine de rien, je vais m'en rappeler, je l'ai plus apprécié que le premier et je vais lui donner la note de 8,5 sur 10 que je trouve plus que correcte et peut-être même un peu généreuse parce qu'objectivement il y a des vrais soucis de mécanique de gameplay, mais en soi c'est un excellent moment que je peux conseiller à beaucoup de personnes. Si vous êtes fan du premier Spider-Man, vous allez adorer celui-ci et si vous voulez juste un petit jeu qui dure 12 à 15 heures et juste faire les quêtes scénarisées, vous allez aussi apprécier parce qu'elles sont réussies. Donc voilà, je vous recommande Spider-Man 2, c'est un vrai moment, sauf pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser 80 € ou 60, disons si vous le trouvez à d'autres endroits que dans les magasins spécialisés, pour un jeu qui se finit vite. Mais si on doit comparer à Mirage dont j'ai fait la critique récemment, même durée de vie à peu près, il y en a un qui coûtait 50 €, je préfère quand même acheter Spider-Man 2 au prix fort, plus cher que Mirage, parce que la qualité est supérieure. Mais après, chacun son avis. Si vous comptez votre plaisir d'un jeu vidéo par rapport à sa durée de vie, Mirage vaut plus le coup techniquement. Mais Spider-Man est un meilleur jeu. On va passer en spoiler. Je vais vous dire les quêtes que j'ai pas faites. Les cachettes du Prowler, je les ai pas toutes faites parce que ça m'embêtait à la fin. Les Spider-Bots, je les ai pas tous faits parce que c'est insupportable. Mais j'ai regardé ce qui se passe à la fin par rapport au personnage de Miguel et du coup le lien qui est avec The Spider-Verse. Les 13 chasseurs sur la carte et les bases des chasseurs, j'ai pas tout fait. Je trouvais ça chiant honnêtement. Et mis à part un costume à la fin, ça n'a pas d'intérêt. De même pour les symbiotes, alors oui le costume est très stylé des symbiotes et aussi des chasseurs. Mais faire 10 nids de symbiotes avec un gameplay que je trouve pas forcément très cool de ce point de vue là, ça m'intéressait pas beaucoup. Mais c'est là qu'il y a le plus de difficultés, je pense si vous le souhaitez. Mais j'allais pas en faire 10, j'ai pas la patience. Ça faisait vraiment liste à cocher sans rien de proposer à la fin d'un point de vue scénaristique. Par contre, j'ai fait les quêtes de l'homme sable parce que je trouve que les quêtes de l'homme sable te donnaient un peu plus de contexte sur le personnage et ça te permettait d'un peu comprendre ce qui se passait avec lui. Et t'as même le droit à une cinématique assez jolie à la fin. Donc pour moi, ça valait le coup et c'était réussi. Et la séquence au début avec lui est absolument magistrale. Ça, c'est une vraie introduction de jeu pour le coup. J'ai fait les quêtes de Yuri. Non pas que je trouve Yuri comme un personnage intéressant, mais c'était une quête scénarisée et j'aimais bien l'idée du culte. Surtout parce que j'avais une intuition sur qui était à la tête du culte. Secte, pardon, en français. Et oui, c'est un teaser pour Carnage dans le prochain jeu. Et je trouve que c'était plutôt bien réussi de ce point de vue-là. Il y a que 4 missions à faire, sont toutes scénarisées, toutes mises en scène, ça vaut le coup. Et le combat de boss est vraiment cool. Felicia, sa quête est sympathique, mais on est tous d'accord qu'elle est juste présente pour introduire Doctor Strange dans l'univers. Faut se poser la question pourquoi est-ce que les autres héros de New York n'interviennent pas lorsqu'il y a des symbiotes littéralement partout. C'est une quête sympathique pour dire au revoir à ce personnage-là et en même temps introduire la magie dans le monde. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Connors. Alors je trouve que le personnage du lézard est vraiment réussi, était flippant et il y avait des séquences horrifiques avec. Et en même temps, je trouve qu'ils ont bien
bien développer sa famille. Visiter sa maison, c'est l'une des séquences sans combat qui est les plus mémorables du jeu parce que ça montre à quel point ce lézard-là avait des problèmes et à quel point il essayait d'avoir une vie de famille en même temps et il a tout fait pour et c'est quelque chose d'assez touchant. Donc c'est ce genre de séquence que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Mais encore une fois, son combat, je trouve un peu gâché. T'as quand même un gigantesque lézard et qu'est-ce que tu fais? Tu l'enfermes dans une salle et tout ce qu'il peut faire par rapport à l'environnement, c'est sauter sur un mur. C'est pas satisfaisant. Putain, t'as un lézard quand même. Fallait avoir une arène aquatique, un truc un peu différent. C'est un peu feignant, je trouve. Par contre, la course-poursuite est cool. Mysterio, bah oui, vous avez compris, hein, c'est des défis pour les gens qui aiment bien avoir des high scores dans des missions un peu banales. J'ai eu or quasiment du premier coup sur quasiment toutes les missions. Et le combat final, par contre, est plutôt cool dans l'environnement. Mais en soi, le combat de boss est trop simple. Je l'ai défoncé, quoi. Le combat a duré 5 minutes. Un peu du gâchis pour moi. Surtout que ça fait un peu redit. T'as tellement de personnages qui sont dans ta psychanalyse, ça fait un peu redit. T'as quand même 3 personnages là qui sont là pour te faire réfléchir à qui tu es réellement. Enfin, il y a un moment, c'est bon, quoi. Tellement qu'il faut un commentaire là-dessus dans le jeu. MJ, c'est toujours le même problème. Alors, encore une fois, il y a beaucoup moins de séquences d'infiltration avec MJ et elles sont beaucoup plus satisfaisantes. Et j'aime beaucoup son évolution par rapport à sa vie en tant que personnage, à quel point c'est dur de gérer sa double vie aussi qu'elle a, entre guillemets. Et j'aime bien sa conclusion quand elle devient un personnage un peu différent. Et j'ai bien apprécié son combat quand elle devient Scream. Là, c'était vraiment cool. Par contre, à la fin, quand t'as un gun et tu dois taper des symbiotes dans le climax du jeu, j'étais en mode putain, j'espère que ça va être rapide. Et tu tabasses des symbiotes, tu te fais one shot, ça n'avait aucun intérêt comme séquence, quoi. Leur obsession à nous faire jouer MJ, je ne comprendrai jamais. T'arrives au climax du jeu et qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est donner un flingue. J'ai beaucoup aimé Miles, la manière dont il a sa double vie aussi. J'ai beaucoup aimé ses quêtes par rapport à l'université, par rapport justement à l'héritage noir américain qui est intéressant. Et il y a plein de références à des personnes qui ont réellement existé noires, dont par exemple Joséphine Baker. J'ai bien aimé la manière dont ils l'ont ancré dans sa communauté, son côté un peu plus hip-hop qui ressort bien, la manière dont il fait de la musique qui est cool, son intrigue avec Mister Négative est intéressante, je trouve, l'arc de rédemption qui est cool, la manière dont tu te bats avec lui, la manière dont tu développes justement la psychanalyse de ces personnages-là. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie avec lui justement. Et le fait qu'il fasse un peu de remplaçant de Peter à la fin, je trouve que c'est une bonne évolution de son personnage. Et ce qui est intéressant par rapport à lui et Peter, c'est évidemment l'évolution du symbiote. Je l'avais dit il y a des mois sur les réseaux, c'était ultra prévisible. Le combat Miles-Peter est cool et réussi. Là, tu utilises un peu l'environnement dans ce combat-là et il y a un enjeu émotionnel qui est fort. Et ça montre aussi la force de Miles qui peut tabasser Peter symbiote. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à Peter. Donc encore une fois, la double vie, la manière dont il a du mal à avoir un travail, une copine, c'est difficile pour lui. Il a pas d'argent et le symbiote vient changer un peu sa vie. Il est clairement sous une forme de drogue qui lui donne confiance en lui, qui fait de lui une créature un peu plus horrifique, qui fait flipper pour le coup. C'est d'ailleurs l'un des seuls moments où j'ai beaucoup aimé jouer MJ, c'est quand t'es traqué par Peter. Et le symbiote est vraiment le cœur émotionnel du jeu, je trouve, parce que justement ça montre cette addiction et ça fait ressortir les opinions les plus controversées des gens et les choses qu'ils ne diraient pas en réalité, mais qui ont un fond de vérité tout de même. C'est pour ça que les dialogues dans certains combats de boss étaient intéressants, parce qu'ils se battaient et en même temps ils parlaient de leurs émotions et ils parlaient de qui ils étaient réellement. Et jouer le symbiote était extrêmement satisfaisant. D'ailleurs, j'étais hyper content qu'on ait encore les pouvoirs de symbiote à la fin. J'espère qu'on va garder les pouvoirs de symbiote pour le 3e jeu, mais il faut juste rendre le jeu plus compliqué, quoi. C'est juste ça. Parce que oui, c'était hyper stylé, il y avait un enjeu émotionnel, narratif, c'était vraiment nickel. Et le costume anti-Venom, je l'ai adoré, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Mais t'aimes son évolution, devenir un meilleur parrain, un meilleur copain, un meilleur chercheur aussi, Peter était réussi. Mais le cœur était quand même le symbiote. Ce qui est dommage avec Peter symbiote, c'est qu'à certains moments, tu es dans la quête principale et Peter est presque métamorphosé. Il est toujours énervé, en colère, il a envie de faire du mal. Et il y a des séquences à ces moments-là où tu peux aller faire des quêtes secondaires et ces quêtes secondaires-là ne sont pas du tout impactées par Peter. C'est-à-dire qu'il sera énervé durant la quête principale. Ensuite, tu vas faire des quêtes secondaires où clairement il y avait des raisons pour lui d'être énervé et il ne le sera pas. Du coup, tu passes d'une quête principale où il est énervé à une quête secondaire où il est trop sympa. Il y a une dissonance narrative qui est assez problématique et justement, ils auraient dû permettre de faire les quêtes secondaires avec un Peter énervé. Ça aurait permis d'avoir des fins différentes à certaines quêtes et ça aurait été vraiment intéressant. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait. Je comprends que c'est du travail en plus. Mais quand même, 80 € le jeu, t'aurais pu au moins faire ça. Et ça aurait donné une perspective par rapport à New York qui commence à détester Spider-Man parce qu'il commence à réagir méchamment à quasiment tout le monde. De même pour Kraven qui a eu suffisamment de développement, un homme qui a le cancer qui cherche la meilleure proie possible pour mourir au combat et sa mort est satisfaisante et elle est stylée. Ils l'ont suffisamment développé en termes de lore pour qu'il soit menaçant. Il a confiance en lui, c'est un excellent méchant je trouve, qui est inquiétant parce que oui, il a l'air d'être tuable, mais en même temps il a l'air d'avoir un plan pour toutes les circonstances et cette idée du chasseur ultime était réussie et la chasse ultime était quand même un alien et j'ai trouvé vraiment réussi toutes ces scènes. Son intelligence, son charisme, Kraven est une vraie réussite. De même pour Harry, je trouve très bon choix de l'avoir transformé en Venom. Le côté enfance avec Peter, d'où le combat final dans leur lycée. Justement, je parlais de ce combat final où tu as beaucoup d'environnements différents et c'est satisfaisant. Il y a beaucoup d'émotions derrière ce combat-là, derrière son sacrifice et les moments cool avec Harry, c'était les moments en vélo. C'était le message de fin que
que tu as de sa part quand tu as fini toutes les quêtes de labo. Et c'était l'idée du symbiote qui guérit. Et lorsque tu ne l'as plus, tu meurs. Et c'est ça qui est fort, c'est que le symbiote sauve des vies, mais en même temps, il te corrompt. Donc il y a eu un bel adieu de son personnage, une vraie utilité, et Venom est réussi. Il fait peur, le design est nickel, il y a un côté horrifique au personnage. Tu le joues, ce qui me fait vraiment penser qu'ils vont sortir un spin-off sur Venom. Ça me semble assez évident de ce point de vue-là, peut-être sur sa planète, peut-être à New York, je n'en sais rien. Mais il y a beaucoup de références au fait que les symbiotes vont être de retour. Ils ont eu leur délire un peu Web of Shadows, qui était très sympa, je m'en rappelle à l'époque, mais ils sont pas allés assez loin. Pour moi, Venom, ils auraient dû le jouer à fond, Web of Shadows. Je comprends que c'était pas l'objectif du jeu, et je sais qu'ils vont jamais faire ça. Et j'ai beaucoup aimé son côté manipulateur, j'ai beaucoup aimé son gigantisme, la manière dont il parle aux gens, la manière dont il veut guérir le monde, sa colère en même temps, sa stupidité aussi à certains moments, faut être honnête. J'aurais aimé plus de scènes avec Venom, juste avec Venom, c'est-à-dire qu'il y ait cette dualité entre lui et Harry, qu'on l'observe un petit peu, mais c'est une vraie réussite et tu veux juste en voir plus parce que c'est vrai que Venom a été teasé tout le long du jeu, dans le marketing aussi, et tu le vois très peu, et peut-être Venom aurait mérité son propre jeu. Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire avec, et ils ont réussi de faire un teaser tout le long de Venom pour que justement sa mort soit plus convaincante et émotionnelle parce que c'est quelqu'un derrière d'important, mais c'est vrai que peut-être Venom aurait mérité un peu plus de temps et aurait mérité son propre jeu, et parce que là en vrai c'est un méchant secondaire. Mais suffisamment pour motiver Norman à créer de nouveau les Sinister Six et à devenir le vrai méchant du jeu, du troisième. Mais c'est là que je me pose la question. Après Venom, qui a voulu rendre tout le monde symbiote, qu'est-ce que t'as à raconter? T'as pris le méchant ultime entre guillemets, t'es allé loin, genre qu'est-ce que va faire le bouffon vert? Et je comprends l'idée des Sinister Six, je comprends que ça va être une histoire plus personnelle, cette fois-ci ça sera juste Peter qui vont aller chercher, mais il faudra des gros enjeux. Et est-ce que j'ai envie de me retaper un troisième jeu à New York? Spider-Man sans New York, c'est compliqué, je suis d'accord, mais est-ce qu'il serait peut-être pas le moment d'aller explorer d'autres endroits? Tu peux agrandir la zone de New York encore une fois, mais bon, se taper 5 ans de développement, donc sûrement sur la PS6 du coup, pour un méchant que je trouve moins impressionnant, je ne sais pas. Après, je pense qu'ils vont réussir, ils ont bien réussi pour l'instant. Ils m'ont retapé des méchants que j'ai déjà fait dans le 1, je vois un peu mal. Mais bon, on verra bien, je leur fais confiance, en espérant qu'ils vont s'améliorer sur plein de points. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, l'avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, débloquer les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.